Samad. J'aurais souhaité utiliser ce temps pour la présentation parce que la bio est entre vos mains. Mais je suis honoré et humblé par cette introduction. Excellence, Monsieur le Premier ministre par intérim, Excellence, Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Excellence, les distingués participants et présents ici, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les représentants des missions diplomatiques et des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs mes amis. C'est un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui ici et je vous en remercie. Je remercie aussi les organisateurs de m'avoir invité. Je ne vais pas abuser de cette plateforme et je vous promets que je ne vais pas avoir des problèmes de fonctionnement comme la vidéo. J'espère que je vais fonctionner sans interruption et pour les 10 minutes qui me sont allouées. M. Abdel Samad a déjà parlé de l'événement de la CIPD, Conférence internationale pour la population et le développement. Je vais avoir l'occasion d'avoir plus d'élaboration sur les tenants et aboutissants de cette conférence. Mais à ce moment-là, j'aimerais citer quelques messages à retenir de la conférence que je considère stratégiques. Et je vais dire que la CIPD, elle n'était pas la première conférence internationale sur la population, elle était la 3e. Il y avait eu à Bucarest en 1974 la première, à Mexico en 1984 la 2e, et 10 ans plus tard, 1994, au Caire. Par contre, la CIPD, on dit en anglais, it's a watershed, c'est une cascade. Après une cascade, on ne peut plus retourner. Et c'est vraiment une cascade. Et je vais citer quelques éléments qui vont prouver mon point et mes propos que c'est vraiment une cascade. Et je vais dire, le programme d'action de la CIPD avait une durée de temps de 20 ans, mais en fait, les propos de programme d'action n'ont pas de limite de temps. Et vous allez me tenir responsable de ce que je dis. Pourquoi ? D'abord parce que la conférence a donné une définition exceptionnelle de la santé. Simplement, ça se présente comme ça, comme si. Si on n'est pas malade, ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. Et qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie quotidienne? Je prends une fille de 14 ans, de Djibouti, une Djiboutienne, de 13 ans, de 15 ans. Elle peut ne pas être malade. C'est une fille qui n'est pas malade. Mais est-ce qu'elle est en bonne santé selon la définition de la CIPD? Pour répondre à cette question, il va falloir répondre à 3 éléments de définition de cette bonne santé. Physique, mentale et sociale. Qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé socialement? Je laisse l'aspect physique et mental. Je prends l'aspect social qui est le plus subtil, mais le moins tangible. Si cette fille n'est pas en mesure de défendre ses droits, d'être en mesure d'apprendre, de faire ses choix, si elle est abusée, et celui qui l'abuse il n'y a pas une institution qui le prenne pour rendre compte, c'est que cette fille, selon cette définition, n'est pas en bonne santé. Donc la santé sociale, c'est vraiment l'acquittement des bases minimum de droit et de dignité de cette fille. Donc je lis la santé au droit et la dignité de façon très simple. Le deuxième message, la santé reproductive n'est pas au moment de l'accouchement, n'est pas au moment de la relation, c'est un cycle de vie. Depuis la naissance jusqu'au dernier âge. Et ça, c'est très stratégique. Je donne encore un exemple. Prenez une femme qui accouche, mais qui est anémique, et à cause de ses conditions d'anémie, elle meurt. Mais cette anémie peut ne pas avoir été
déclenchée au moment de l'accouchement. Elle peut l'avoir apportée depuis qu'elle était petite. Pourquoi? Parce que les filles, dans certaines sociétés, là où j'ai travaillé, n'avaient pas le droit de manger avec les garçons, de manger avant les garçons. Elles devaient attendre que les garçons mangent d'abord, ensuite pour elles qu'elles mangent. Donc, ça c'est un élément. L'autre chose, l'objectif ultime du développement. Avant le Caire, le développement se mesurait par le GDP, par le produit intérieur brut. Or, le produit intérieur brut mesure la croissance économique et ça n'a rien à voir avec la croissance humaine. Je vais vous donner un exemple. Dans l'un des pays, permettez-moi de ne pas le citer, où j'ai travaillé, j'ai fait une étude avec la Banque mondiale sur 10 ans de croissance, entre 88 et 98. La croissance annuelle est de 4,7%. L'accroissement démographique est de 2%. Si vous enlevez 2% de 4,7%, il vous reste 2,7%. Donc ça veut dire que la population aurait dû bénéficier de 2,7%. Or, le taux de ceux qui étaient en dessous de la pauvreté en 88 était de 21%. Devinez combien il était en 98, 10 ans plus tard, avec une croissance supérieure à la moyenne, 33%. Donc le PIB n'est pas en mesure de mesurer le développement. C'est quoi le développement donc? C'est un développement humain et le Caire a mis le doigt sur le développement, la nécessité de mesurer d'autres éléments de développement, particulièrement l'accès à l'éducation pour la femme, l'accès à l'emploi et aux ressources. En anglais, on dit empowerment through knowledge, empowerment through income. Et knowledge, savoir et income, revenu, ça vous donne l'autonomie, ça vous renforce les conditions de l'autonomie. Il vous suffit de cadrer cela avec un cadre politique et institutionnel. Et là, vous avez assuré élément de CIPD. Fondamentalement aussi pour le Caire, c'est le fait que l'individu est situé dans une politique de population globale. Permettez-moi un petit mot sur la politique de population. Avant le Caire, la politique de population, toute politique de population, la littérature est là pour vous le montrer, avait un agenda à point unique, limiter la croissance démographique. Le Bucarest, la conférence de Bucarest, la conférence de Mexico, s'intéressait à comment limiter la croissance démographique, et permettez-moi de le dire, des pays du Sud. Excellence. Comment limiter la croissance démographique des pays sud. On parlait aussi d'explosion démographique, d'une bombe démographique. Donc, l'attention était surtout sur le nombre. Entre 1974 et 1994, la communauté mondiale a payé 60 milliards de dollars sur des programmes de planification familiale. 2% étaient sur la santé maternelle. 2%. Donc le Caire est venu et dire non. La planification familiale, oui, mais c'est pas mécanique. En fait, moi j'étais à Mexico en 1984, pendant le règne de Reagan. 10 ans après le Bucarest, on disait, mais pourquoi la femme n'a pas utilisé la pilule? Pourquoi la femme n'a pas recours au programme de planification familiale? Parce qu'en fait, dans les sociétés en développement, le statut de la femme allait avec le nombre d'enfants. Si la femme n'avait pas d'enfants, elle n'avait pas un statut en société. Et pas seulement ça, si elle n'avait pas d'enfants mâles, de garçons. Et c'est la raison pour laquelle, à Mexico, qu'est-ce qu'on a dit à Mexico? Le message était renforcer le statut de la femme pour qu'elle ait moins d'enfants. Donc même le renforcement du statut de la femme en 1995 était utilitaire. Alors 1994, le Caire est venu et a dit le développement humain entier, intégral de la femme sans aucune considération de output. Parce que si vous investissez dans l'humain, l'humain est en mesure de prendre une décision qui lui soit convenable. Encore une chose. Avant le Caire, le gouvernement était
pratiquement le seul acteur à prendre des décisions. Pourquoi? Parce que la politique de population était le gouvernement, donc le gouvernement décidait. Moi j'ai travaillé par exemple en Inde, j'ai vu comment Indira Gandhi a perdu son mandat à cause des programmes de stérilisation, parce que ça venait d'en haut. Le Caire, qu'est-ce qu'il a dit? Le Caire a dit, c'est pas seulement le gouvernement ne peut pas décider des choix des individus. Le gouvernement crée les conditions pour que les individus puissent être en mesure de prendre et d'actualiser et de réaliser des choix qui leur sont convenables.